l'a constaté après 6 mois, 1 an, que oui, il passe beaucoup d'autos, mais pas beaucoup de piétons. Les gens qui sont dans le coin n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, donc c'est pas ça qu'il faut réussir à renflouer les coffres. Tout le monde s'entendait pour dire c'est pas grave si on vend en Basse-Ville, on va perpétuer l'idée des récollets de toute façon, mais de toute façon, je veux dire, c'était juste ça. C'était fait, là, l'idée là, de dire oh oui, les récollets ont déjà colonisé l'endroit. Ben oui, c'est beau, c'est fait. Moi, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs fermé le bar avec 2 irréductibles clients, les pires que je pouvais pogner pour finir le bar, mais parfois je suis diplomate, alors j'ai réussi à contrôler la situation et ils sont partis et j'ai fermé le bar et j'étais très triste, mais disons, je l'ai pris avec philosophie et tout. C'était émouvant quand même. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au Récollet, parce que en plus, à part les expos, parce qu'il y a eu d'autres expos, c'est les rencontres des gens que ça a créé une synergie, puis ça a débloqué. Oui. Ces gens-là sont partis ailleurs, nourris, vers d'autres projets. Après la deuxième époque, on se rend compte qu'on n'est plus capable de payer des cachets et des salaires aux employés. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est manquer de respect aux employés de la corporation. On s'entend, tout le monde en CA, pour tenter un nouveau projet avec la formule coopérative de travail. Ce qui implique de vendre la bâtisse que l'on possède sur l'Angelier. On se prend bien conscience là, que si on veut continuer, on ne peut pas y aller d'une façon OSBL. Pourquoi? Parce que la formule OSBL, on s'est aperçu que dans des coups durs, tout le monde disparaissait, il n'y avait personne de responsable. Quand on se regarde, on dit moi je ne peux pas être là, puis il en reste 3, et qu'il fallait chercher une nouvelle personne. À partir de là, Martine embarque, moi je m'en souviens d'avoir été à ce moment-là, Alain improvise comme ça, de toute façon, Alain improvise aussi. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment la personne. Et à cause de l'expérience que tu avais au niveau du bar. Puis au niveau communautaire. Communautaire aussi. C'était très. Il y a Martine qui arrive, tout le monde, on est là, super heureux, c'est une bonne personne, yes, ça va bien, on est 4 bonnes personnes, on s'entend bien. Ouais. On peut foncer, on trouve le croque-mitaine. Alors, donc, on saute devant la caisse, je m'en souviens très bien, très bien. D'ailleurs, la caisse des travailleurs a toujours été un soutien. Ça, il faut le dire, parce que jamais les récollets n'auraient parti sans René Roy. Sans M. René Roy. Et c'est là que M. Roy, tout ça, après analyse, dit, regarde, je prends le temps. Alors là, il nous manquait encore des sommes d'argent. Alors, c'est à partir de là qu'à travers nos connaissances, des gens qui ont voulu prendre le risque financier. Alors, c'était un petit 2000 là, un 5000 là. On a passé devant la table, je pense, un vendredi matin. Ouais. Je m'en souviens la veille, j'avais une réunion, j'ai fini ma réunion vers 8 h, vers 9 h, et il nous manquait 5000 $ pour boucler, pour passer devant la table. Et là, j'avais fait un dernier téléphone, et je les ai mariés, j'ai dit, es-tu prêt à risquer? Et elle a dit oui. Et c'est à partir de là que le lendemain, tout était là. On a le croque-mitaine à ce moment-là, qui est un bar qui était un peu, qui avait une certaine clientèle, mais c'était pas, il fallait construire. Hein. On apprenait sur le tas. Bien plus que sur le tas. C'est vraiment l'apprentissage terrain, parce que je m'en souviens, le premier midi, quand on a passé devant la terre, on devait prendre en main, parce qu'on devenait propriétaire. Hein, on avait fait l'inventaire le matin. Puis, et le premier dîner où on commençait à mettre les choses, les gens arrivaient à 10 h. À 10 h, on a su que l'ancien propriétaire nous dit qu'il faut faire à dîner parce qu'il va y avoir 70 personnes là à midi. C'est ça. Avec les récollets, on était éligible à une subvention qui était pour les organismes volontaires à l'éducation populaire. Aujourd'hui, ça a un autre nom, c'est les OVEP. En tout cas, c'est l'éducation populaire comme on avait au récollet. Et grâce à ça, pendant
un an ou deux, on a réussi à sauver la mise d'une faillite sûre et certaine. Les récollets ont été cruciales dans l'avènement de la fourmi atomique, ça c'est clair. Là, vraiment, on commençait à se caser. Sauf qu'on avait encore besoin des récollets, c'est-à-dire encore besoin des ovettes. Et c'est là qu'on a mis sur pied aussi les travaux communautaires. Là, je pense que toi, tu peux en parler un peu. C'est plus toi qui étais avec Dimka. Il était 3. Il y en avait un sur l'informatique parce qu'on faisait encore le grand livre à main. À main. Mais oui. Fait qu'il y avait un projet pour l'informatique, un projet pour aider les rénovations. Dimka, c'était les rénovations. Il y avait Julien, je pense. Dimka Julien, ouais. Lui, c'était pour les rénovations. Et puis Serge Girard qui était arrivé pour monter des expos. Après ça, on s'est rendu compte, ça fait 2-3 ans qu'on fonctionne les deux entités. Là, la fourmi va bien, parce que ça, c'est après 89. Le 90, là, on voit le deuxième été qui va bien. Nos dettes sont payées. Là, on dit, on a bénéficié d'un apport, d'un fonds des récollets. On va séparer vraiment les deux entités. Là, les récollets ne seront plus physiquement, n'auront plus une adresse dans la fourmi. Ils vont voler de leurs propres ailes et la fourmi va remettre les sous qu'elle a eus des récollets pour que les récollets puissent partir d'autres projets. Donc, il restait encore le pilier. Jacques repart encore une fois avec son bâton de pèlerin. Il repart les récollets. Ma mission, c'était de mettre sur pied un réseau dans des bars, faire chanter des auteurs-compositeurs. Premièrement, il fallait les trouver. Donc, trouver des bars qui pouvaient accueillir Et aussi. trouver après ça des bars qui pouvaient les accueillir. Ouais. Les artistes comme tels, c'était Pierre-Philippe, qui était un peintre aussi, puis un auteur-compositeur-interprète. Martin Lavoie, Reggie Brassard, qui chantait. Il y avait Réal Ferland. Ouais. Il y avait Joseph Bruchès. Joseph Bruchès. Oui, lui, je me souviens. Finalement, la tournée est partie. C'était quand même des soirs mardi, mercredi, jeudi, là, un peu difficiles. Mais alors, c'était pas non plus, c'était pas toutes des vedettes comme telles. Alors, La partie n'était pas facile. la partie n'était pas facile, mettons. Mais nous, on payait la moitié du salaire de l'auteur-compositeur. Ce qui était intéressant pour les auteurs-compositeurs, c'est qu'il y avait une semaine de travail de trois soirs par semaine et il y avait un salaire assuré. Ce que pour un auteur-compositeur qui débute, Très appréciable. c'est très appréciable. C'était le côté social de hors-d'œuvre, c'est-à-dire de faire travailler des gens. On avait fait des conférences de presse, il y avait des articles dans le Soleil, tournée de bar intéressante pour 6 artistes de la région. Ça, c'était dans le Soleil. Ici, dans un premier réseau de boîtes à chansons à Québec. Donc, ça avait donné une belle visibilité aux auteurs-compositeurs, puis en même temps, à hors-d'œuvre. Ce que je retiens le plus positif là-dedans, c'est ce que les auteurs-compositeurs me disaient. Pour une fois, ils s'étaient sentis respectés, ils étaient payés. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les bars, ils aimaient ça parce qu'ils étaient respectés. Mais c'est quand même une période significative qui a passé dans les journaux, qui a été connue. Et à ce moment-là, alors Serge était axé là-dessus. Et à partir de là, il ne faut pas oublier qu'on avait à ce moment-là un directeur général. Il ne faut pas oublier qu'on s'était payé un directeur général. Alors, Richard, qui était un peu la personne qui était là-dessus. Et là, à ce moment-là, c'est à partir de là qu'on commence. Bon, il y a hors d'œuvre, mais on fait plusieurs choses.